Les points clés d'un programme anticorruption. Depuis la loi Sapin II du 9 décembre 2016, les collectivités territoriales et leurs établissements sont tenus de mettre en place des procédures visant à prévenir et détecter les faits d'atteinte à la probité, notamment les faits de corruption. Pour préciser la nature de ces procédures, l'Agence française anticorruption a publié en décembre 2017 des recommandations. Celles-ci constituent ce qu'on appelle le référentiel anticorruption français. Ce référentiel est inspiré des meilleures pratiques internationales en matière de lutte contre la corruption. Il fournit des éléments sur les points clés d'un programme anticorruption, parfois appelé programme de conformité anticorruption. Première étape, voici les 4 premiers points clés d'un programme anticorruption. Tout d'abord, l'engagement de l'instance dirigeante est la pierre angulaire d'un programme anticorruption. Cela signifie que les dirigeants appliquent une politique de tolérance zéro envers tout comportement contraire à l'intégrité et à la probité. Ils adoptent même un comportement exemplaire et ils font de l'anticorruption une priorité dans la collectivité. Une communication régulière est faite à l'appui de cet engagement, à l'attention du personnel, mais aussi des fournisseurs ou encore des habitants. Deuxième point. La mise en place d'un programme anticorruption passe par l'établissement d'une cartographie des risques d'atteinte à la probité. Cette démarche a pour point de départ les activités de la collectivité et les processus qui en découlent. Il s'agit d'identifier, d'évaluer et de hiérarchiser les risques de corruption inhérents à ses compétences et à ses choix de gestion. On en déduit des zones de risque et des acteurs particulièrement exposés aux risques de corruption au sein de la collectivité. On mesure ensuite l'adéquation et l'efficacité des moyens mobilisés pour maîtriser ces risques. Enfin, des mesures sont proposées pour corriger les éventuelles lacunes du dispositif de prévention. La collectivité décide ainsi des mesures préventives qui lui donneront une assurance raisonnable que le risque est maîtrisé. Pour réaliser la cartographie des risques, la collectivité examine l'ensemble de ces processus et en particulier ceux qui apparaissent comme les plus exposés. On peut citer à ce titre les processus suivants, comme l'attribution d'aides individuelles, l'octroi de subventions à des associations, le processus de paye, la commande publique, les paiements par la régie d'avance et de recettes, la révision du plan local d'urbanisme et la délivrance des autorisations de voirie. Troisièmement, à partir des risques mis en évidence dans la cartographie, la collectivité doit adopter un code de conduite. Il définit les mesures de prévention de la corruption et les rend opposables aux agents. Le code de conduite ne se contente pas de réaffirmer les principes déontologiques. Il les applique à la pratique quotidienne des agents en présentant les situations à risque et les moyens concrets d'y répondre. Il traite, par exemple, de la question des cadeaux et des invitations, de la gestion des conflits d'intérêts ou des signalements à l'autorité judiciaire. Le non-respect de ce code doit conduire à la mise en œuvre de sanctions disciplinaires adaptées, proportionnées et effectives, sur lesquelles l'instance dirigeante doit s'engager sans préjuger des éventuelles sanctions pénales. Quatrième point. La cartographie des risques permet également de mettre en œuvre la procédure d'évaluation des tiers. Le terme de tiers renvoie aux personnes physiques ou morales externes à la collectivité avec lesquelles elle entre en relation pour réaliser ses activités. Ses fournisseurs, ses usagers, ses partenaires, les associations qu'elle subventionne, etc. L'évaluation consiste à apprécier concrètement les risques d'atteinte à la probité auxquels la collectivité s'expose en étant en relation avec ses tiers. En matière de marché public, certains mécanismes d'évaluation des entreprises candidates sont par exemple prévus par les textes de manière à exclure les entreprises qui auraient été condamnées. L'évaluation des tiers est parfois connue sous le vocable de diligence raisonnable. Deuxième étape d'un programme anticorruption. Elle regroupe 3 mécanismes plus spécifiquement dédiés à la détection des faits illicites. Premier mécanisme, la mise en place de dispositifs de contrôle et d'évaluation interne. Le contrôle et l'audit s'assurent régulièrement ou au cas par cas
que les procédures arrêtées par le programme anticorruption sont correctement mises en œuvre et n'ont pas été détournées ou mises en échec par des manœuvres frauduleuses. Deuxième mécanisme, le contrôle interne comptable. La comptabilité est un outil d'enregistrement des opérations. Elle ne doit pas être utilisée pour dissimuler des atteintes à la probité. Un contrôle interne comptable efficace apporte des garanties sur la réalité et la régularité des opérations enregistrées. Troisième mécanisme, la mise en place d'un dispositif d'alerte interne permettant de signaler des faits de corruption. Ce dispositif doit garantir la confidentialité des signalements. Il peut s'agir d'un dispositif commun avec celui rendu obligatoire par la loi Sapin II, qui ne porte pas seulement sur les faits de corruption. Enfin, la cohérence et la pérennité d'un programme de prévention de la corruption reposent sur la formation du personnel au risque d'atteinte à la probité. Elle s'adresse prioritairement aux personnes exerçant des missions identifiées comme à risque dans l'exercice de cartographie. En conclusion, la mise en place d'un programme anticorruption comprend plusieurs volets qui sont complémentaires. Grâce à ces différents leviers, la collectivité élabore sa propre stratégie de gestion des risques d'atteinte à la probité.